Et avec nous pour revenir sur cette nouvelle page de l'histoire politique du Royaume-Uni qui s'ouvre, Zakaria Abou-Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat. Zakaria Abou-Dahab, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diouf, merci beaucoup à vous, avec plaisir. Alors, la défaite des conservateurs était attendue, mais avec ce raz-de-marée historique en faveur du Labour, les Tories sortent laminés de ce scrutin après plus de 14 années de pouvoir. Comment expliquer aujourd'hui un tel écart ? En tout cas, il y a plusieurs facteurs explicatifs, il me semble, par rapport à cette déconvenue. Une sortie fracassante et une perte cuisante du Parti des conservateurs. Vous l'avez si bien dit, c'est quand même un long cycle de gouvernement. 14 ans, ce n'est pas facile. Et en même temps, si vous voulez, l'intervention de ces élections coïncide avec une conjoncture d'abord mondiale caractérisée par des tensions géopolitiques majeures. Dans plusieurs points du monde, United Kingdom, le Royaume-Uni, n'échappe pas à ces conséquences. Deuxièmement, même la situation au niveau du Royaume-Uni n'est pas très reluisante. Il faut dire que M. Sunak n'a pas laissé quand même un héritage désastreux, mais on peut dire que les Anglais, comme d'autres Européens, s'interrogent sur le pouvoir d'achat, la question de l'inflation, etc. Et puis la problématique de l'immigration qui prend le dessus aujourd'hui dans les débats publics. Mais on peut dire que, premièrement, d'abord, les Anglais, peut-être, ont ressenti, compte tenu des résultats très importants, les travaillistes auront donc la majorité absolue au niveau de la Chambre des communes. D'abord, ils en ont le ras-le-bol plus ou moins par rapport à cette longue période des conservateurs. Deuxièmement, on peut parler d'un vote sanction, on peut examiner du point de vue de la sociologie électorale, mais l'essentiel, c'est que les Anglais voudraient qu'il y ait une alternance après, vous le savez très bien, le Brexit, qui d'ailleurs a été la résultante, d'une manière ou d'une autre, de l'implication, alors de ce que nous appelons, parce qu'il faut qu'on explique ça aux téléspectateurs, ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre, c'est-à-dire shadow government. J'évite le terme gouvernement fantoche parce que c'est une tradition anglaise qui est très particulière, quand bien même on a un gouvernement qui est officiellement nommé, parallèlement, dans l'opposition, il y a un gouvernement qui est nommé, et d'ailleurs Starmer, nous y reviendrons, était chargé de dossiers, y compris la question du Brexit. Il en était l'un des défenseurs. Donc on peut dire globalement que politiquement, le Royaume-Uni accède à un nouveau cycle politique sous le nom de l'alternance. Et puis, comme disait même Starmer, the change begins, c'est-à-dire le changement commence. Le changement commence, mais il n'aura pas de temps de grâce. Rishi Sunak, en tout cas, le désormais ancien Premier ministre, a présenté sa démission et dans la foulée, le vainqueur du scrutin, Keir Starmer, s'est rendu au palais où il a été reçu par le roi Charles III, qu'il a nommé Premier ministre, et il devra prononcer son premier discours de chef du gouvernement devant Downing Street. Et aujourd'hui, qui est Keir Starmer ? Avant de vous répondre, M. Diouf, mais permettez-moi quand même de remarquer avec admiration cette vitalité des institutions politiques britanniques, vite, oui. Cette tradition démocratique absolument pacifique et véritablement, nous avons beaucoup de choses aussi à apprendre du point de vue du droit constitutionnel, notamment en termes de best practices. Immédiatement, le Premier ministre nouveau est nommé, il n'y a pas de contestation des résultats des élections. Monsieur Charles III nomme le Premier ministre, l'ancien présente sa démission. Vous voyez cette vivacité. Deuxièmement, Monsieur Starmer, qui est né en 1962, c'est un juriste de formation, donc il est avocat, mais il a été, je le crois, General Attorney, c'est-à-dire procureur général même, et puis il a été primé par la reine Elisabeth. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé en matière de droits de l'homme. C'est un avocat spécialisé. Et par ailleurs, il est connu, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à son inscription dans un débat, je dirais social-démocrate, c'est important de le souligner, fervent défenseur du Brexit, il faut le souligner également, moi je l'ai prononcé en anglais, Brexit, et puis on va dire qu'on va le découvrir maintenant, parce qu'il ne sera plus jaugé, je ne dis pas jugé, mais jaugé, apprécié sous la coupole de l'opposition, mais cette fois-ci en tant que Premier ministre. D'ailleurs, il l'avait pressenti, il a dit que oui,
pour le changement. Deuxièmement, on n'est plus dans la politique spectacle parce qu'il a accusé son prédécesseur de le faire ainsi. Et puis troisièmement, qu'il n'a pas de baguette magique. Et puis il faudrait lui donner peut-être les 100 jours de grâce pour pouvoir à la suite apprécier les orientations de sa politique de façon générale. Et justement, aujourd'hui, a-t-on une idée des orientations de la nouvelle majorité travailliste, nouvelle majorité travailliste en matière de politique étrangère? Sait-on qui pourrait prendre aujourd'hui en charge la diplomatie britannique? Et enfin, vu du Maroc, avec ce changement, quelles sont les perspectives au niveau de nos relations bilatérales? Moi, il m'a semblé que la formule qui a été utilisée par M. Starmer est révélatrice de ses intentions. Premièrement, il a dit d'abord le Royaume-Uni. Donc, c'est l'État anglais d'abord. Deuxièmement, le Parti travailliste. Qu'est-ce que nous comprenons par rapport à cette phrase qui est extrêmement importante? D'abord, les cadres stratégiques vont être maintenus. Les alliances, les orientations majeures de la politique étrangère britannique, évidemment. Je ne parle pas de la politique intérieure puisque votre question concerne la politique étrangère et puis par rapport aussi au Maroc. On va dire une chose importante. Au contraire, moi je crois que les travaillistes iront encore approfondir la démarche de conclusion d'accords avec des pays traditionnellement alliés ou proches du Royaume-Uni, y compris le Royaume du Maroc, parce que nous avons un accord d'association qui a été conclu en 2019 et que nous avons évidemment définitivement acté en 2021, c'est-à-dire il entre en vigueur. Donc par ailleurs, je le crois fort bien, comme on dit en politique publique, il y a la dépendance au chemin emprunté, c'est-à-dire the path dependence, comme on le dit en politique publique. Il y a un traçage, il y a une direction stratégique, il y a des engagements internationaux. Par ailleurs, oui, l'homme c'est le style et il n'y a de style que dans l'ordre et le mouvement. Il va imprimer, notamment avec ses collaborateurs. Pour le moment, le gouvernement n'est pas encore constitué, pour que, évidemment, le Parti travailliste puisse imprimer et donner un peu plus de contenu travailliste à sa politique étrangère, avec peut-être donner le primat à des considérations, je le crois, relatives aux droits de l'homme, à la question de la régulation des flux migratoires, etc. Mais de toutes les manières, je le crois fort bien, stratégiquement parlant, le Royaume-Uni ne sortira pas de la trajectoire historique de ce pays-là, qui est membre permanent au niveau du Conseil de sécurité, des liens traditionnels avec beaucoup de pays, y compris bien entendu le Royaume du Maroc. Zakaria Abouhdahab, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, Monsieur Diouf. Bonne journée. Pareillement.